CAE de la Mayenne, et Alexis qui est là pour filmer ce soir aussi cette présentation. Donc au CAE, on a remis en place depuis quelques temps les rendez-vous du mardi. Et cette conférence, c'est dans ce cadre. Donc on se déplace, ça peut être un peu partout, il y en a eu aussi au CAE. Et donc ce soir, on a choisi de faire intervenir deux architectes qui travaillent un peu en recherche et qui sont en forme, je crois que votre agence est sous la forme d'une coopérative qui s'appelle Anatomie d'architecture, basée à Paris et à Marseille, mais vous êtes beaucoup aussi en Normandie. Mathis Rager et Raphaël Walter, et qui sont là parce qu'ils ont écrit un livre qui s'appelle Le Tour de France des maisons écologiques, pardon, il y a maintenant 2 ans à peu près, et qui est paru aux éditions alternatives, et qui présente des exemples de construction dans toute la France. Vous allez être à la rencontre avec un anthropologue aussi qui est dans votre agence, à la rencontre du terrain, sur des personnes qui font des constructions en essayant d'être le plus possible vertueux, en essayant de construire soit par eux-mêmes, avec des entreprises locales, et aussi avec les matériaux locaux qu'il y a sur place. Je ne vais peut-être pas parler plus. Aujourd'hui, oui, on a, comme disait M. Morin, on a une exposition en ce moment au CAE qui s'appelle Coup de vieux, que vous pouvez voir. Nous sommes 2 rue de l'Ermitage. Si vous faites CAE53.com, vous trouverez toutes ces informations. Et donc, cette exposition, vous pouvez la voir quand vous voulez. Et nous ferons du coup une conférence le 8 juin, donc c'est un jeudi. Ici avec les architectes qui ont créé cette exposition donc sur le logement participatif. Voilà, je vais passer la parole à oui, j'ai pas plus sur le CAE, mais je pense que Sébastien. Merci Carole. Pour votre accueil ici, on est ravis d'être là. Avant toute chose, et en préambule du propos qui va durer 1 heure, n'hésitez pas à nous couper, à intervenir sur des questions. On va cette écologie, on parle du social, car même Pierre qui va avoir des idées arrêtées. Donc on a un petit comité ce soir, profitons-en pour s'il y a des choses que vous ne savez pas, qui vous posent des questions, qui vous interrogent. On sera ravis d'essayer d'y répondre, même si en général on va prendre plutôt plein de questions que plein de réponses, parce que c'est des choses où il faut se poser et remettre en question des pratiques. Donc le tour des matériaux de maisons écologiques, effectivement, la suite de ce Tour de France des maisons écologiques, qui était une aventure de 3 mois en France qu'on a menée avec Raphaël, Emmanuel, qui est anthropologue, et moi-même. On est parti à la recherche des systèmes constructifs dans les régions pour redonner du sens au fait de construire des maisons dans des territoires adaptés. Donc on a visité 30 maisons qui font l'objet de publications et qui étaient très intéressantes pour nous, plutôt en qualité de journaliste documentaire, pour présenter ces projets au grand public. Et on a eu la chance en 2020 d'être appelé sur un projet assez exceptionnel. On avait un peu carte blanche pour pousser les curseurs d'écologie de projet le plus loin possible. Et donc ce projet qu'on va vous présenter ce soir, c'est un peu une synthèse de nos recherches sur comment on essaye aujourd'hui de faire aboutir la question de l'écologie dans le bâtiment le plus loin possible. Et c'est ce qu'on va essayer de présenter ce soir à travers le matériau. Donc du Tour de France de l'écologie, on passe au tour des matériaux d'une maison écologique. Tout d'abord, on est une coopérative, mais c'est pas anodin, c'est pas neutre. C'est un fonctionnement qu'on a imaginé tous les 3, puis aujourd'hui tous les 4, qu'on a été rejoint il y a quelques mois par Alice, qui est architecte et qui fait partie de la coopérative. Et on a au quotidien 3 activités qui nous animent et qui sont très très les unes aux autres. Qui tout d'abord la construction, c'est notre cœur de métier. Et notre activité principale, c'est l'architecture. Et on est appelé de plus en plus par des clients et des commanditaires pour répondre à leurs besoins. Donc on réfléchit à des projets de construction, même d'éco-construction un peu poussés. De ça, il y a une partie de recherche. La recherche, c'est ce qu'on présente ce soir. C'est une façon d'envisager le projet. Faire de la construction aujourd'hui en 2023, à l'ère anthropocène, c'est évidemment pas neutre. Il faut se poser des questions avant d'initier les choses. Et c'est pour ça que la recherche nous semble indispensable à la pratique de notre métier. Et enfin, le dernier point qu'on met en place avec plaisir, c'est des restitutions, c'est des transmissions, c'est de la pédagogie, c'est des formats de conférences, c'est des bouquins. C'est aussi des films. On va essayer de vous présenter un peu ce soir pour avoir des échanges et pour surtout sensibiliser le plus grand nombre à ces questions-là.
Parce qu'on se rend compte en matière d'écologie des bâtiments qu'il y a beaucoup de structuration à faire. Parce que finalement, sur le transport, l'alimentation, sur plein de choses, on est assez convaincus et conscients de qu'on peut faire pour pour réduire nos émissions carbone et pour améliorer un peu notre empreinte. Sur le bâtiment, on a quand même un grand gap à faire pour pouvoir rentrer dans ces questions-là. Donc voilà un peu notre quotidien. C'est le lundi matin sur un chantier à expérimenter des techniques constructives qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui, par exemple comme des de bois, on va un peu plus tard. Faire des boules de terre cuite. On est souvent dans des territoires assez reculés, comme la Normandie, mais pas que. Emmanuel et Alice sont en train de développer une activité spécialement sur la terre crue à Marseille, comme des adobes, comme des enduits, comme du torchis. On en reviendra un peu plus tard. Donc ça, c'est une partie de notre activité. L'autre partie, c'est plutôt sous forme d'enquête de terrain. On appelle ça de la recherche, même si c'est pas vraiment de la recherche académique dans le type universitaire, c'est plutôt une recherche de terrain vraiment, qu'on mène assez souvent et qu'on a plaisir à faire, pour aller à la rencontre en fait de ces filières, de ces acteurs qui défendent des façons de travailler, des façons de pratiquer le bâtiment qui sortent un petit peu du cadre conventionnel et qui nous animent beaucoup. Et la dernière, c'est une partie plutôt sur la transmission. Donc effectivement, c'est des conférences, des publications, des expositions et surtout aussi des chantiers écoles. On apprend beaucoup par le chantier. C'est vraiment une philosophie qu'on a, nous, pas beaucoup éprouvé pour nos études d'architecture, d'être très très loin de la matière. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un vrai besoin pour se former, que de toucher, de ressentir et de sensibiliser comme ça les praticiens pour construire un peu plus durablement. Oui, et donc aujourd'hui on a un projet. Non, peut-être que c'est pas mal, essayer quand même. Pour vous parler d'un projet plus spécifique, là vous avez eu un aperçu de ce qu'on fait de façon générale depuis 4 ans maintenant, depuis le Tour de France des écologiques. Et voilà, le projet dont on va vous parler aujourd'hui, c'est le COSTIL, qui est un projet en Normandie, dans le Pays d'Auge. C'est plutôt une Normandie intérieure, assez rurale, c'est un territoire assez reculé, assez mal desservi, qui est très paysan, agricole. Et voilà. Et quand on avait fini de publier le Tour de France des écologies, qu'on avait présenté le travail, on n'avait pas forcément dans l'idée de convoiter des projets d'architecture, on avait plutôt quitté nos quelques expériences d'agent d'architecture pour plutôt vouloir s'en éloigner. Et ce qui nous a amené à dire on va faire ce projet, c'est justement parce que c'est un projet qui, vous le verrez, a compilé à la fois la partie construction, on a pu expérimenter beaucoup de choses, la partie recherche, on a passé beaucoup de temps en Normandie, sur le terrain, des résidents sur place, je pense que cumulé, on a dû passer je ne sais pas combien de semaines sur le territoire pour trouver des solutions constructives, débusquer des filières de matériaux locaux, etc., pour voir le projet possible. Et la troisième partie, c'est la question de la transmission. Effectivement, ce projet nous a permis de produire une exposition, d'être là ce soir, de faire des chantiers écoles. Et c'est vraiment parce que ça réunissait toutes ces dimensions-là qu'on s'est dit, en fait, on va construire notre premier projet d'architecture seul, comme des grands, dans notre coopérative. Donc ce lieu, le COSTIL, c'est un endroit qui a été acquis par un couple d'entrepreneurs qui s'appelle Rodolphe et Yoshi Landman, qui, outre le fait qu'ils sont entrepreneurs dans la vie, sont assez militants sur différentes causes qui ont trait à l'écologie. Ils sont à la fois véganes, ils sont dans de nombreuses associations de protection de la faune, de la flore, etc. Ils sont boulangers, on va dire, ils ont plusieurs boulangeries et ils développent des produits véganes avec des produits à base d'algues, des choses comme ça, donc ils sont assez concernés par la question. Et ils ont acquis ce domaine, le domaine du COSTIL, qui est un lieu qui fait quand même 140 hectares. De terrain dans lequel il y a de la plaine, des ruisseaux, des petites forêts, des champs qui sont laissés depuis quelques années, avec l'idée d'en faire un projet, une sorte un peu de réserve naturelle, ou du moins un lieu démonstrateur de pratiques différentes sur différents points. Le premier, c'est il y aura pas mal de parties dans ce domaine qui vont être plutôt comment on dit, laissé en libre évolution. Donc ça va être plutôt une sorte d'observatoire où il y a un travail de naturalistes, des biologistes, des spécialistes des mousses, des araignées, des lichens, enfin des spécialistes en tout genre qui vont observer tout un pan du domaine. Donc je pense que ce sera autour de 100 hectares qui vont juste être en libre évolution. Et l'idée c'est d'observer ce qui se passe
quand la nature reprend ses droits, ce qui n'est pas si courant aujourd'hui en France. C'est assez rare que les terrains soient laissés libres, surtout dans cette partie de la France. La deuxième partie sur le domaine, c'est la production agricole. Il y a plein de propositions et de tentatives de production agricole différentes de l'agriculture intensive telle qu'elle est pratiquée, du moins dans ce coin de la France depuis des décennies. Donc il y aura des projets de permaculture, d'agroforesterie, de plantation d'arbres, aux tiges de vieux pommiers qu'on plante plus, tout, etc. Donc il y aura toute une idée de conservatoire. Et le troisième point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du bâti. C'est un domaine sur lequel il y a un manoir qui s'appelle le manoir du Costil, et plein de petites dépendances un peu partout sur le domaine qui sont en totalité inhabitables aujourd'hui, qui sont plutôt en train de tourner en rayon. Et donc c'est pour ce point précis qu'un jour Rodolphe Henry nous a appelé pour dire voilà, j'ai un lieu que je veux démonstrateur qui un jour va accueillir du public, je voudrais que ce soit un lieu qui montre qu'on peut faire des choses différemment. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer dans ce lieu? Donc le premier projet, donc la première pierre à l'édifice qu'on a amené dans ce grand vaste projet du COSI, excusez-moi, je fais juste rien, c'est sur cette petite maison qu'on voit en bas à droite. On a encore rencontré ces personnes qui manifestement ont des moyens, ils ont acheté un grand domaine, mais eux, on pensait ils vont retaper un château, ils vont se faire un petit château, peut-être faire une piscine, etc. En fait, maintenant, ils nous ont dit ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'habiter dans la petite maison à côté qui fait 60 mètres carrés et qui est moitié en ruine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit qu'ils étaient quand même assez sérieux dans leur conviction et assez jusqu'au boutiste. Voilà, donc ça c'est la maison telle qu'on l'a trouvée, entièrement de lierre et quand même sérieusement abîmée, tu vas avoir un peu d'imagination. Voilà, donc on se retrouvait face à cette maison, et clairement, ces personnes nous ont appelés en nous disant voilà, vous êtes une jeune coopérative d'archi, vous avez fait pas mal de recherches sur des propositions très jusqu'au boutiste sur la question des matériaux, la question des ambitions écologiques de différents projets. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et donc on a réfléchi longuement et on a établi une sorte de cahier des charges et sur différents. Est-ce que ça coupe un peu de non, ça va? Ok. Sur différents points. Le premier point, c'était de dire si abîmé, si recouvert de l'air cette dépendance sur l'hôtel, on avait la volonté de préserver au maximum ce qu'on avait. C'est une petite maison typique de l'Orne, du coin, c'est des maisons en briques, avec des briques rouges et noires, c'est vraiment des appareillages qu'on voit dans ce coin-là de la Normandie. Pour plusieurs raisons. Un, parce que sur le plan écologique, la rénovation, ça reste une stratégie clé, en fait, et particulièrement pour l'habitat individuel. C'est vrai que la maison la plus écologique qu'on peut imaginer, c'est celle qu'on construit, c'est celle qu'on va rénover. C'est vrai qu'il y a plusieurs études qui montrent, par exemple l'étude de l'ADEME, qui montre qu'à surface égale, aujourd'hui en France, on est sur une moyenne quand on rénove plutôt qu'on construit, de maisons au mètre carré qui sont 40 fois moins impactantes et énergivores à la construction. Donc c'est quand même pas négligeable. Et puis aussi la question de patrimoine, c'est vrai que, et financière, que quand on s'intéresse aux bâtiments anciens, comme c'est de plus en plus notre cas, on se rend compte que derrière cette architecture paysanne modeste, en fait, il y a des appareillages, toute une complexité, des choses que peu d'artisans font encore aujourd'hui et pratiquent, à moins que ce soit à des prix assez exorbitants, il faut le dire. Donc il y a voilà, cette idée de tout garder, consolider, préserver. La deuxième chose, c'est de dire voilà, on est dans ce territoire et on va partir du principe que on va tenter d'utiliser que des matériaux qui correspondent à cette architecture, qui correspondent à ce territoire. Imaginez une contrainte qui est un peu aussi, qui consistait à tracer un cercle de 100 km de rayon autour du projet, et se dire on va rénover cette maison avec que des matériaux qui viennent de l'intérieur de ce cercle, sans trop savoir exactement ce qu'on allait trouver. Donc c'est là que ça a été le début d'un projet de recherche finalement. Peut-être même sans micro, dans son micro c'est un peu. Ouais, oui ça marche. Ah, le son est un peu plus.
Ça marche mieux? Si, là, c'est bon, ça y est. Oui, donc on a tracé un cercle théorique ça marche, comme j'ai l'impression. Un cercle théorique de santé autour du projet de santé, on a utilisé des matériaux comme ce cercle, et également des matériaux le plus possible naturels, non transformés, et de tenter d'utiliser 0 g de béton de ciment et presque pas de plastique, ce qui est impossible dès qu'on a l'objectif de tout ça rapprocher. Et donc c'est là qu'a commencé notre travail de recherche, parce que quand on n'a pas le droit d'aller quand on démarre un projet de construction, on n'a pas le droit d'aller chez Campé, ni chez Leroy Merlin, ni chez Castorama pour acheter des matériaux qui viennent pour l'essentiel du mouvement. Ça prend du temps de trouver des solutions, des fondations jusqu'à la structure, l'isolement, tout en fait. D'où la transformation de ce projet de construction, projet de recherche, on y reviendra tout à l'heure. Et là, il faut que vous aperçu de toutes les personnes et de toutes les activités, les petites micro-filières qu'on a découvertes pendant un an et demi, on a dit derrière chacun de ces matériaux qu'on a trouvé, ces matériaux écologiques qu'on a trouvé dans ce projet, pour faire ce projet. Il y avait une idée de réactualiser les savoir-faire anciens. C'est vrai qu'on avait la volonté d'aller dans un territoire qui est l'Orne de Pardioge, dans lequel on voit quoi? On voit de la brique, on voit du colombage, on voit du torchis. Donc on a pas mal scruté et observé le patrimoine environnant. Voilà, pour s'inspirer à la fois en structure des colombages, en isolation du torchis, qui, j'imagine que vous connaissez, qui est la terre mélangée avec la paille, qui est en remplissage et tout ça, mais en réutilisant ces techniques. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire aujourd'hui ce qu'on voit de la terre, mais avec plus de fibres, qu'on soit un peu plus isolant et qu'on soit dans des objectifs de confort qui fonctionnent avec les attentes du XXIe siècle. On en reviendra aussi un peu plus tard. Voilà, il y a aussi l'idée de construire une maison climatique qui a des objectifs de consommation assez bas, de confort également, autant d'hiver que d'été, parce que même en Normandie aujourd'hui il fait 39 degrés au mois d'août parfois. Donc voilà, il y a toute une logique aussi de dessiner la maison, de placer des matériaux aux bons endroits pour qu'ils se comportent bien en fonction des saisons, la question d'orientation, d'ouverture, qui était à la fin du projet. Et aussi quelque chose qui rejoint ce qu'on disait de notre construction, c'est que tout le projet est constitué de chantiers qu'on a ouverts à des bénévoles pour venir, parce qu'on a plus des apprentis parce qu'ils viennent vraiment apprendre des techniques de construction. Il y a eu plusieurs semaines où on a sollicité des formateurs auxquels on s'est associé pour accueillir entre 10 et 15 bénévoles à chaque fois pour construire quelque chose sur le chantier. Voilà, et la dernière chose, c'est partager et transmettre à posteriori du projet. Donc, par exemple, ce projet s'est terminé sur site avec 300 personnes qui sont venues sur place pour voir le projet terminé, rencontrer les bénévoles qui avaient travaillé et découvrir l'exposition qu'on a fait autour de ce projet et de tous les matériaux qui s'y posent. Et donc, c'était une sorte de fête parce qu'un chantier, une construction, ça peut aussi être festif et la destination de tout le monde. En fait. Et voilà. C'est mieux avec le micro, non? Vous êtes d'accord? C'est pas avec le micro? Je continue. Effectivement, c'est un peu une introduction, on va dire, du projet qui est assez varié, assez large dans ses objectifs. C'est vrai que très rapidement, pour comprendre un tout petit peu de quel cadre on se situe, on a la maison de départ en septembre 2020 et on a la maison d'arrivée en juillet 2022. C'était pas vraiment l'arrivée parce qu'il y a encore des petits travaux jusqu'en octobre. Mais en l'occurrence, ça fait quand même un chantier, une petite maison, où tout au long, on a eu cette fil conducteur de comment on arrive à travailler avec des matériaux le plus local possible, avec des entreprises, avec des clients et avec des architectes qui sont assez convaincus pour pousser les curseurs de la construction assez loin, dans un chantier qu'on a vraiment qualifié de laboratoire, un peu expérimental, parfois qui sort du cadre réglementaire, on va voir pourquoi, mais on a donc ce désir de pouvoir montrer et démontrer que c'était envisageable de continuer à construire avec des techniques anciennes, réinventées aujourd'hui pour répondre au confort des habitants, et faire un projet qui se veut démonstrateur sur ce point. Donc, depuis ce projet en octobre 2022 a été livré, il y a eu plutôt bonne presse dans les médias, on a eu de très bons retours, on a été nominé avec l'argent, on a des prix dans tous les sens, on est plutôt content. Mais finalement, ce projet
que vous voyez aujourd'hui et qui forcément attire et intéresse le grand public parce que c'est le résultat d'une maison qui peut-être bouscule un peu les codes et change un peu de ce qu'on pourrait voir de façon un peu plus classique dans la vision visuelle. Nous, c'est un projet qui nous plaît, mais c'est pas vraiment ça qu'on va vous présenter ce soir, c'est plutôt une façon d'introduire le propos que de s'arrêter à cet objet fini qui est juste une architecture qui est le résultat d'une réflexion qu'on a eue à un moment donné. Mais on va essayer d'aller plus ensemble et de comprendre que derrière cette architecture, il se passe plein de choses. Plein de choses. Et notamment à travers ces intérieurs où aujourd'hui les retours des usagers, des clients Rodolphe et Chimie qui sont ravis de leur site pour mémoire dans cette maison, qui répond à toutes leurs envies d'habitants le plus raisonnable possible par rapport à l'environnement. C'est très beau, c'est très bien, ça répond à plein de codes de l'architecture qui nous intéressent. Mais vraiment, ce qui nous passionne, nous, c'est de savoir en fait qu'est-ce qu'il y a dans les murs, qu'est-ce que ça suppose. Et quand on décide de construire une maison ou de pratiquer la construction, on fait appel à des matériaux qui font appel à des filières et qui ont un choix politique très important. Et en fait, il faut bien se rendre compte que dans la ville en particulier, acheter 200 000 € de maison, c'est un budget qui est conséquent, c'est peut-être le plus gros poste de dépense de sa vie, et c'est là où on a des actions à donner ou à pas donner qui sont vraiment très importantes. En gros, ce qu'on veut dire, c'est que quand on fait une maison, on a beaucoup de bulletins de vote à disposition, et que d'acheter des produits transformés qui viennent du bout du monde et on ne s'en rend pas compte, ça peut avoir des conséquences très nocives pour l'environnement. Et à l'inverse, on travaille avec des matériaux en circuit court, avec des entreprises dont on connaît la proximité et leur savoir-faire. C'est une façon de valoriser l'acte de construire et de s'assurer qu'il y ait des retombées positives dans les territoires. Donc ce chantier qu'on vous montre aujourd'hui, c'est avant tout une expérience humaine. C'est une expérience humaine qui nous a amené sur un chantier qui a duré 18 mois, où architectes, maçons, charpentiers, couvreurs étaient réunis tous les jours sur le chantier. Pour nous, c'était une occasion de s'installer aussi sur site. On y a passé 8 mois au cumul. Et on a vraiment travaillé de main dans la main sur comment réfléchir et réinventer des pratiques dans le bâtiment, en essayant en permanence de garder un fil conducteur de on va essayer de pouvoir rester dans quelque chose d'assez rationnel et d'éviter le plus possible de plastique, de produits transformés, de travailler comme on travaillait à l'époque. C'est pour ça qu'on n'avait pas accès à des produits transformés. Il y a aussi quelque chose qui est aussi important de dire dans cette équipe et dans cette solidarité. On avait eu l'occasion d'être en fait de faire beaucoup de chantiers au préalable, et là de faire un pas de côté, parce que faire un chantier expérimental, ça nécessite de faire un pas de côté assurantiel et aussi un pas de côté dans les techniques et dans les règlements de construction. Ça fait une équipe qui est très soudée, qui est très solidaire les uns des autres, et on a pu voir le maçon faire des travaux de charpentier, le charpentier aidait le couvreur, et le couvreur nous aidait sur des détails, des conceptions de détails. Et ce qui donne en fait un chantier pour nous qui a été vraiment assez extraordinaire à pratiquer, parce que c'est un volet d'apprentissage où chacun a sa place dans la construction. Et on a beaucoup éprouvé jusqu'à maintenant des interfaces entre entreprises qui disent ah c'est la faute du maçon, en fait non c'est la faute du plombier. Là pas du tout, c'est vraiment passé dans un commun accord et dans une réflexion générale qui était très propice à développer, à expérimenter. Donc ce qu'on vous montre comme bâtiment FI, en fait c'est surtout le résultat de cette équipe. Malheureusement il manque Rodolphe et Chimie qui ont aussi beaucoup fait partie du projet, mais voilà, d'une équipe de construction. Et donc, le cœur de notre propos, c'est vraiment se dire ce qui va nous intéresser dans ce projet, et c'est l'objet de publication et de notre exposition, c'est qu'est-ce qui compose cette maison. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle Anatomie d'architecture, c'est parce qu'on a plaisir à aller un peu plus loin que le revêtement, que l'enduit blanc qu'on offre à des habitants, mais c'est de vraiment réfléchir avec eux, avec les entreprises, à comment ce mur, donc ce mur en briques, tel qu'il était existant dans la petite maison, on va réussir à l'augmenter, entre guillemets, lui apporter de nouveaux matériaux, pour répondre aux besoins des habitants, tout en ayant vraiment une certitude exacte d'où viennent ces matériaux. Donc ce qu'on peut voir là, c'est que des fondations en pieux de bois jusqu'à la couverture, il y a 8 matériaux qui ont été sélectionnés dans le territoire. Il y avait un sac de départ pour l'enquête de 100 km autour du projet qui avait été établi. Il y a un matériau qui sort à 120 km de Châtaignier parce que c'est une rencontre qui nous amène un peu plus loin que le territoire du projet. Mais il y avait toujours cette réflexion très territoriale de pouvoir démontrer que c'est encore possible aujourd'hui de construire une maison avec des matériaux qui viennent du site, du coin, qui viennent du terroir, du patrimoine bâti existant, et qui retrouvent en fait toute sa pertinence, parce qu'on est convaincu que travailler avec du chêne qui vient de Normandie en Normandie, c'est beaucoup plus durable que travailler avec du pin qui vient de l'Oregon, et qui est mis en œuvre et qui restera forcément moins bien aux éléments que du bois endémique qui est local. Donc ce soir, c'est l'occasion de vous montrer ces 8 matériaux. Ces 8 matériaux ont sauvé cette petite maison dans le Pays d'Auge. C'est une philosophie d'action, une démarche de projet qui se veut très locale
et en même temps qu'on défend comme quelque chose qu'on doit rendre protocolaire, entre guillemets. À chaque fois qu'on intervient dans un projet, on a cette philosophie d'aller chercher et trouver des matériaux. Ouais. Je pense que si vous veniez devant sans micro, ce serait plus clair. Ah, peut-être, bah, ça l'aurait pas ce micro, mais c'est plutôt pour l'enregistrement. Ouais, c'est l'enregistrement. Si tel que ça, avec son micro, ça sert à rien. Ouais, c'est un peu terrible. C'était la télé. Ok, bon, on va essayer de parler comme ça, alors peut-être que ça marchera. Bon, en tout cas, j'insiste, n'hésitez pas à nous couper, hein, parce qu'on adore. Oui. Rapidement, l'économie de ce projet, C'est clair. ça gère, on fait les votes, enfin bon, on n'est pas de la pluie. Vous avez vu un film de travail, au mètre carré, ça sera combien pour les. Alors là, on est évidemment, genre, la question du prix, c'est une question qu'on aborde et qui est fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, le prix d'un bâtiment, on voit dans les maisons qui sont en construction aujourd'hui, on valorise, on paye des matériaux assez peu chers, parce qu'on ne paye pas l'énergie qui suscite à les transformer. Et par contre, il y a très peu de main-d'œuvre sur le chantier, il y a très peu d'entreprises. On voit 2, 3, 4 personnes au maximum sur un chantier. Là où sur un chantier comme celui-ci, on était parfois 30, 35 à table, à déjeuner, avec des stagiaires, avec 8 maçons au total qu'on travaille dessus. Donc effectivement, la notion du prix est très importante. Aujourd'hui, on arrive à des projets ici où c'est 380 000 € hors taxe pour réussir à construire 87 mètres carrés. C'est énorme. C'était heureusement pour nous pas une contrainte de départ de la part de nos commanditaires. Le curseur économique était un peu de leur volonté de on va pousser la question de jusqu'au motif écologique le plus loin possible. Et ce qu'on essaie de reproduire aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, on n'invite pas le grand public à faire ces 8 matériaux à tous les endroits du bâtiment, mais plutôt de sélectionner ce qui pourrait être intéressant pour eux dans certains cas de figure. Et donc voilà, ce qu'on aime présenter ce projet par rapport au prix au mètre carré et par rapport à la condition de matériaux, comment on peut les adapter chez soi pour que ça soit reproductible. Mais c'est vrai que le prix est une vraie donnée dans ce projet. Et la seule certitude qu'on a et qu'on a donnée à notre client, parce que nous, en tant que prescripteur, on en a choisi pour le client quel matériau et quelle entreprise, c'est que chaque euro qui est arrivé dans ce projet est retourné dans son territoire. Et on est sûr d'avoir des retours positifs parce que le coureur est un habitant du village, parce que le scieur, le bûcheron qui nous a sorti et débardé le chêne est aussi un habitant du village, parce que le briquetier est pas loin, parce que finalement ça fait une démarche de circuit court où c'est beaucoup d'argent. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut peut-être plus se permettre de construire pour si peu d'argent avec des matériaux aussi transformés qui viennent du bout du monde parce qu'on ne paye pas l'énergie et que c'est assez grave en général. Il y a des dynamiques économiques cachées qu'il ne faut pas. Et donc, voilà. Donc effectivement, c'est un projet aujourd'hui qu'on peut qualifier même de luxueux, même si ce n'était pas du tout notre projet de départ. C'était juste qu'on avait un cadre de projet et de démonstration où l'argument économique n'était pas une prépondérante à nos choix sur les matériaux. Et peut-être juste pour préciser, c'est vrai que ce chantier a eu lieu simultanément à je pense que tout le monde a entendu parler de la hausse globale du coût des matières premières et des matériaux de construction qui ont eu lieu ces 2-3 dernières années, et des pénuries aussi. Il y a eu des énormes problèmes de pénurie dans des matériaux de construction, notamment en 2020-2021, qui en fait, dont on a cru que c'était un problème ponctuel. Là, ça, en fait, juste tous les matériaux ont doublé, voire triplé pour certains dans les matériaux plutôt conventionnels, enfin, dits conventionnels. Chose qui était qui était à mettre en parallèle avec notre travail, où finalement on n'a jamais manqué de matériaux pendant tout le projet. On avait des copains architectes qui attendaient parfois des matériaux pendant 6 mois, pendant 1 an, juste pour un isolant polystyrène qu'il fallait dans le projet. En fait, il n'y en avait juste plus. Et quand le cours du pétrole change, quand les frontières se ferment, quand il y a un aléa quelconque, en fait, il y a assez rapidement vraiment plus ce qu'il faut pour construire. Là, c'était juste copain avec le bûcheron ici, et il nous a toujours donné son meilleur bois et donné son moins bon bois, des containers qui partent en Chine et aux États-Unis. Et il y a un peu cette logique-là, et on n'a pas été assujetti à ces variations de coûts. Donc, pour l'instant, c'est une micro-démonstration de cette problématique-là, mais ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, on construit encore des maisons sur le catalogue à 1 600 € une mètre carré en France, et c'est des coûts qui sont hors sol et qui reposent exclusivement sur un monde dans lequel l'énergie est infinie. Donc c'est plus que c'est un monde qui est
qui est de plus en plus fragile et qui est de moins en moins considéré à l'avenir. Cela dit, vous sentez presque à 5 000 euros Ouais, 4003, ouais. Oui, c'est beaucoup, mais évidemment, pour nous, ça nous pose question. On vient sur un projet comme ça, sur du bâti ancien, sur la rénovation du patrimoine, avec à la base des envies très militantes et très convaincues sur l'écologie du projet, et on refuse aujourd'hui de se dire que l'écologie est réservée à des gens qui ont les moyens de se la payer. C'est clair que pour nous, c'est vraiment une question de fond, mais ce qu'on aime à dire, c'est que là, de la part des commanditaires, c'était vraiment un projet où leur implication dans le projet, il n'y avait pas beaucoup de temps, il y avait quand même beaucoup de choses en parallèle. Mais il y a plein de leviers, il y a plein de domaines où on peut réduire les coûts, on peut participer à la construction de sa maison. C'est des matériaux qui sont naturels, qui sont sains, on peut travailler la terre plus facilement, et sous plein de leviers, on peut y consacrer plus de temps, on peut faire de la grandeur, on peut s'écriturer, on peut apprendre des techniques, et on peut faire réduire des coûts aussi, ce qui n'était pas le cas du tout de ce projet-là, parce que ce n'était pas l'envie des commanditaires, mais on retrouve des leviers pour baisser cet indice financier et rendre le projet viable pour chacun. Et en même temps, ce projet viable pour chacun, il faut le préciser, c'est un projet qui est un peu pirate, on sort des clous sur plein de domaines pour vous présenter. Et donc, on invite le grand public à se demander qu'est-ce qui pourrait être pertinent à quel endroit et à quel moment dans la maison, mais certainement pas l'ensemble des matériaux qui sont, pour quelques-uns, vraiment des prises de risques et des expérimentations qu'il faut avoir aussi le luxe de pouvoir se dépermettre. Parce que c'est vrai que de se dire qu'on commence un chantier et se taper dans la main avec le client, de dire on sort de la décennale et on va se faire confiance, on va faire un projet non pas pour 10 ans, mais pour 100 ans, parce qu'en fait c'est absurde de construire sur 10 ans, parce que personne ne veut construire une maison sur 10 ans. Ça marche quand on a les moyens derrière de ses objectifs et de se dire ok, on va essayer l'expérimentation. Ça peut être aussi évident pour des groupes qui n'ont pas forcément. Ah oui, pour introduire cette question du matériau, c'est un petit film de 2 minutes qui récapitule un tout petit peu le chantier et qui vous présente ces matériaux qu'on va raconter ensemble. Je ne sais pas si on fera les Il y a 8 films qui ont été réalisés par un vidéaste qui nous a accompagnés tout le long du chantier. Et ça, c'est une toute petite synthèse de ces 8 films qui font partie de l'exposition et qu'on a juste mis bout à bout pour vous présenter très rapidement l'ambiance du chantier, la main-d'œuvre qui est très présente sur le chantier. Donc voilà, et l'idée c'est de retrouver. L'avantage de la technique, c'est qu'elle est faisable, je dirais, avec très peu d'énergie, très peu de mécanique. Elle a été efficace. Il a une plus-value économique, il a une plus-value sociale, et ces deux plus-values, elles ne sont jamais comprises. Jamais. En traction, le contrepoids tire, ça, et je tourne. C'était l'occasion de synthétiser en 2 minutes un peu la provenance de ces matériaux. Et c'est justement cette provenance dont on va un peu raconter ce soir, et notamment en commençant par la première qui est la brique. Oui, c'est vrai que je pense au micro. Oui, je pense au micro. Là, ce qu'on va montrer, c'est les 8 matériaux qu'on a trouvés sur le territoire pour prendre de recherche et qui sont chacun venus se substituer à ce qu'on aurait pu utiliser normalement
bâtiment, des fondations à la structure, à la standardisation, etc. Donc le premier, effectivement, c'est la brique, parce que c'est pour le bâtiment qu'on a matériaux qu'on a trouvé sur place et avec lequel il allait falloir composer du début à la fin. Donc la question de la brique, il a dicté énormément du projet parce que le projet et sa forme et sa finalité a été fonction de qu'est-ce qu'on a pu garder de ce bâtiment qui était très fragile. Et aujourd'hui, vous avez vu, c'est un bâtiment qui est découvert de parties, avec une partie qui est rénovée plutôt en brique et une partie avec cette structure en bois. C'est simplement parce qu'il y a une partie qui était rénovable, qui était encore tenue encore la route, qui était voilà, qu'on pouvait sauver, qui sont devenues des pièces de vie, et la partie en charpente, en ossature bois, c'est un endroit où on est venu s'insérer dans ce qui est resté de en brique et composer avec. Donc vraiment, c'est toujours cette logique de vraiment préserver au maximum ce avec quoi on pouvait travailler. La brique et sa préservation, elle était aussi importante dans une logique écologique. C'est-à-dire qu'on a fait le tour du bâtiment pour dire on va tout garder. Et on a aussi fait l'exercice de, on voit un peu en bas à gauche, j'ai visité une briqueterie normande traditionnelle, qui s'appelle la briqueterie des Chaudières, qui est à une trentaine de kilomètres du chantier. Il n'en reste pas des masses en France, des briqueteries comme ça, ils font des briques pareilles que depuis 1750, la méthode n'a globalement pas changé, mais ça consiste à prendre de la terre, de l'argile sur ça consiste à prendre de l'argile à 300 mètres de la briqueterie, la transporter sur le site de transformation, prendre un petit moule en bois et faire des petites briques de terre crue avec qui sont séchées, on le voit toujours en bas à droite, et ensuite elles sont cuites sur un gros four qui met 3 jours à chauffer, puis c'est 3 à 4 jours de cuisson, puis c'est 3 à 4 jours pour qu'ils refroidissent, donc c'est des temps assez longs, et pour alimenter ce four, il fallait pour 15 000 briques 70 stères de bois qui étaient bon récupérés dans des charpentes d'orange, etc. C'est une façon d'illustrer pour ce projet, parce qu'on n'a pas acheté de briques neuves, si ancienne d'aspect soit-elle pour ce projet, on a récupéré toutes les briques qui étaient petites parties de démolition sur la ruine pour les réemployer à plein d'endroits. Pourquoi? Parce qu'en fait, la brique, même la brique à l'ancienne, si on devait la refabriquer aujourd'hui, c'est un matériau au fond extrêmement énergivore. En fait, c'est un matériau d'intérêt écologique et exclusivement dans le réemploi. Il faut quand même savoir, encore une fois, il y a des études de la qui parlaient d'autre chose, que la brique de terre cuite pleine, classique traditionnelle, qu'on voit dans le patrimoine, elle consomme 4 fois plus d'énergie à la fabrication que le parcours ciment. Donc voilà. Mais c'est un matériau qui, par exemple, dans l'Orne, on voit partout en grande quantité, et c'est une région où on voit beaucoup de bâtiments agricoles qui sont dont la charpente est effondrée, dont la couverture a été arrachée depuis longtemps, et puis on voit dans les champs des petites maisonnettes plus ou moins effondrées. Et ce qu'on a observé, ce qu'on a découvert dans ce territoire, c'est que dans ce territoire, comme un peu partout en France, ce petit patrimoine, on n'en prend pas forcément toujours soin. Et on a tellement de personnes dont le business est extrêmement lucratif dans une ville non loin qui s'appelle Vimoutière, et qui proposent à des agriculteurs qui ont des petites maisons comme ça sur leur terrain de leur démolir gratuitement leur maison en briques, à la condition qu'ils puissent récupérer la brique. Et donc en fait, on a visité son stock, il y a des Vimoutières, il a des super matériaux, des vieilles tuiles, des vieilles briques, etc. Ce qui est plutôt noble, c'est assez génial en fait de les garder plutôt que de les envoyer à la déchetterie. Sauf que malheureusement, ce qui se passe, c'est que c'est des briques qui en gros valent 2 € pièce quand on les revend en France, donc c'est déjà assez cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt de l'ordre de 4 € quand on les revend en Angleterre, 5 € quand on les revend aux États-Unis ou en Chine. Aujourd'hui, on a découvert par le biais de cette personne qu'on a rencontré que des monuments de petit patrimoine, on le vend à l'étranger comme si c'était des pièces de collection, plutôt dans le conscient. Donc en fait, c'est un petit indicateur qui permet de se rendre compte aussi de la valeur complètement économique et au-delà patrimoniale de ce petit patrimoine. Pour les questions économiques. Et
un indicateur aussi qui est très intéressant, c'est de se dire que le mur qu'on voit qui est en train d'être rénové par Landry, il y a la tête de chaînage. On a fait l'exercice théorique de demander aux maçons de chiffrer ce que ça représentait de construire le même mur que le mur qui était à l'époque. Et en fait, on s'est rendu compte dans cette logique économique du projet qu'un mètre carré d'un mur comme ça, c'était 500 € le mètre carré. En fait, c'est 1 mètre carré par jour par un homme avec la femme. C'est archi luxe, en fait. Personne ne se paye des murs à 500 € le mètre carré sur les murs en briques. Donc ce rapport à la valeur monétaire d'aujourd'hui, il est très très important parce qu'il permet de se dire que ce patrimoine qui est aujourd'hui, qui a peu d'intérêt et que les gens délaissent pour s'installer dans des maisons neuves et des nouvelles constructions, c'est très dommage. Il a une vraie valeur. Aujourd'hui, il n'a pas de valeur économique, il a des valeurs foncières, mais du moins il pourrait avoir une vraie valeur économique. Si on se rend compte et qu'on réalise notre regard à reprendre conscience de la qualité de ces matériaux. Et effectivement, en Chine, ils s'en rendent très bien compte et ils sont friands de racheter ces briques vernissées typiques du Pays de Vosges, parce qu'il y a une vraie histoire, il y a des pattes de chat sur certaines briques. Et c'est une histoire que nous on a et on ne se rend pas compte de sa valeur et que d'autres personnes en vivent beaucoup et qui nous font compte qu'il y a peut-être un problème là-dessus. Et donc, c'est bien pris du temps un peu pour se rendre compte de cet état de fait, et on a trouvé que cette brique avait tellement de valeur que toutes les parties de la maison, on s'en rendra mieux compte sur ce petit dessin, qui est un dessin qui fait partie de l'exposition qui s'est à démarrer son itinérance en France, qui est aujourd'hui à Rouen, qui sera bientôt à Montpellier, dans différents lieux au cours des 2 prochaines années. On illustre le déroulement du chantier, et c'est juste une façon d'illustrer cette part. Donc ça, c'est la partie qui était plus trop fragile de la maison, où on a construit la petite extension en bois, il a dû s'insérer dans les murs, et cette façade-là, la façade sud, elle était trop fragile, on a dû la démonter brique par brique, on a récupéré chacune des briques, sachant bien leur valeur, et on a trouvé qu'elle avait tellement de valeur qu'on en a profité pour organiser un chantier d'école en septembre 2021, avec 15 bénévoles, avec qui on a fait une canal à sec. Donc on a récupéré toutes les briques de cette façade et on les a transformées en terrasse. Terrasse à l'ancienne, donc c'est une technique qui, au lieu de faire une chape ciment par exemple avec un carrelage dessus, consiste à faire un lit de sable sur lequel on met des briques généralement traditionnelles sur la tranche, et comme ça on peut faire plein de motifs, plein de motifs en chevron, des choses qui se croisent en briques, etc. Ce qui ne coûte rien en matériaux parce qu'on a juste à prendre des briques qui sont tombées, quoi, littéralement. Par contre, il faut pas mal de coude et main-d'œuvre. Voilà, assez peu de machines, mais vraiment il faut de la patience et un peu de cela aussi, ce qui est malheureusement trop en ligne. Et donc voilà, donc ça a donné un ouvrage qui est assez génial et qui donne une bonne illustration de comment on organise les chantiers écoles. On peut se permettre de faire des choses assez démonstratrices, par exemple, la sortie qu'on va à droite et qui est le genre de choses qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui dans la construction. Y a-t-il des questions? Parce que on peut soit parler de façon ininterrompue et faire des questions à la fin, soit on peut nous interrompre à tout moment. Si, quand même pas mal. Et effectivement, on ne se rend pas compte que dans le grand plan, il y a la question de nettoyage, de manutention et de temps humain à y passer, qui est astronomique. On y a passé sur cette petite terrasse de 15 mètres carrés à 20, une semaine, mais tous les soirs jusqu'à 22h, 23h. Ça remet l'humain en fait au centre de la construction. C'est un matériau qu'il faut laver, qu'il faut nettoyer, qu'il faut repréparer, qu'il faut reposer, qu'il faut manutentionner, parce que c'est très lourd. Et c'était beaucoup plus ouvrageux que ce qu'on imaginait au départ. 16 mètres carrés, on se dit que ça serait facile, on aurait du temps pour aller boire des coups et faire d'autres choses, mais en fait pas du tout. On a passé une semaine assez dense. Et assez fragile, et en même temps, là c'est vraiment des briques qui sont assez extraordinaires, qui sont cuites à la haute température pendant très longtemps, ce qui permet d'avoir des briques vernissées noires, qui sont vraiment typiques de la région, qui sont très résistantes et qui permettent d'être mises en sol. Et on a quand même assez peu de cas de briques Jésus ou de briques qui étaient abîmées. Ouais, c'est vrai. Enfin, il y a de questions. Ouais, il y a 15% de. Plus cette qui se casse quand on enlève tous les vieux embouts, toute la chaux, etc., pour les nettoyer, pour les remettre, il y a un peu de casse aussi. Mais globalement, ouais, c'est pour donc on a toute la façade sud qui est déposée pour faire la terrasse et pour aussi faire plein d'éléments de remaniage. Et donc, voilà, donc on arrive sur le deuxième, pas des moindres, qui est donc le robinet.
qui est un bois assez particulier, dont on ne parle pas beaucoup dans la construction malheureusement aujourd'hui. C'est un bois qui est assez absent parce que finalement, il ne se prête pas du tout à la sylviculture. C'est un bois qui drageonne, donc qui est difficilement, on ne peut pas trop maîtriser sa pousse. Et c'est très rare d'avoir des robinets qui poussent droit et qui sont propres au domaine de la construction. En fait, on est arrivé sur ce matériau en se promenant dans le pays d'Auge. On se rend compte qu'au fur et à mesure des champs et des champs bocagers, il y a souvent des petits piquets entre les champs avec des barbelés. Et ces piquets, c'est souvent du robinet, parce que le robinet, c'est un bois qui est classe 4. C'est un des bois les plus résistants en France qu'on peut trouver de façon endémique. C'est un des bois les plus structurants. Et donc c'est à travers cette rencontre du pépiniériste avec qui on travaille, qui nous a parlé de cette essence de bois, qu'on a remonté à la chaîne de robinet pour aller voir avec le scieur et le bûcheron d'où provient ce robinet et comment on peut l'utiliser dans sa mise en œuvre. Et ici, c'est une mise en œuvre qu'on voulait sur des pieux de bois, parce que les fondations, c'est vraiment les gros points nord de la construction. Pendant le Tour de France de l'écologie, on a visité 32 projets dans toute la France, des maisons en roseau, des maisons chaudes, des maisons en champ, des maisons magnifiques. Mais finalement, quand on faisait l'indice de tous les matériaux qui composaient la maison, on se rendait compte qu'il y avait, pour la plupart du temps, beaucoup plus de béton de ciment dans les fondations que de paille dans les murs. C'est souvent des choses aujourd'hui qui rassurent tout le monde, c'est d'avoir des fondations en radier ou des longrines qui permettent d'être assurées et de répondre aux normes en vigueur. Mais en fait, c'est un vrai pendant de la construction, parce que derrière les fondations, il y a des excavations de terre qui sont conséquentes. Aujourd'hui, par habitant, c'est le plus gros déchet qu'on a, c'est 15 tonnes de terre par Français par an. Donc c'est vraiment colossal. Et en plus, ça laisse des pollutions pour les générations futures, où derrière le béton de ciment, il y a de l'acier, il y a des choses qu'on ne sait pas quoi faire, il y a des pollutions de sol qui sont assez graves. Et on se dit, mais c'est un peu absurde tout ça, surtout qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec le problème de sécheresse et de canicule, les argiles gonflent et se rétractent, ça fait des fissures, les fondations qui sont aussi structurantes commencent à avoir des problèmes, et on se rend compte que le béton de ciment n'est pas un matériau qui dure aussi longtemps pendant et qui dure. Et en fait, on regarde ce qui se passait il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a même 300 ans, et on se rend compte que Notre-Dame de Paris, que Chambord, que Chenonceau, que Venise, que Amsterdam ont toujours été fondés sur des pieux de bois, que ça marche très très bien, que ça n'impacte pas les sols, pas d'excavation, et surtout si le bâtiment est abandonné demain ou après-demain, eh ben, c'est du bois qu'on laisse dans le sol et qui compostera et qui aura son cycle naturel et qui viendra réamender les sols. Donc on voulait vraiment faire ce choix-là. C'était un choix assez décisif pour le début du projet, parce qu'évidemment quand on fait ce choix avec les commanditaires Rodolphe et le Chimie, on décide aussi de ne pas assurer la maison, parce que finalement se mettre sur des pieux de bois, c'est une exposition qu'on prend sur la tenue et la stabilité du projet en temps. Donc on s'est rapproché de notre chercheur, d'une thèse notamment de Jérôme Christin, qui est chercheur dans la technique des pieux de bois, qui a fait une thèse à ce propos, et qui nous a beaucoup accompagnés sur la réflexion de la mise en œuvre, et sur un ouvrage de cette complexité-là, parce que finalement, comme ça sent du cadre alimentaire, il faut aussi réinventer la technique. C'est un ouvrage qu'on a fait conjointement avec le charpentier, puis avec le maçon, puis avec les chercheurs, les scientifiques, les géotechniciens, et tous ensemble autour de la table, on a trouvé une méthodologie pour remettre ces pieux de bois en place, en s'assurant de ne pas faire n'importe quoi, parce que finalement, comme c'est un projet qui est le démonstrateur, le pire, ça serait que le projet ne tienne pas, en fait, enfin, il y a comme un risque assez important là-dessus. Donc on a vraiment, on s'est rassuré sur plein de types de mise en œuvre pour arriver à proposer donc 12 pieux de bois qui viennent supporter cette maison et qui aujourd'hui tiennent complètement et on est très contents. D'ailleurs, on peut même le rajouter, mais ça en plus, parce qu'aujourd'hui, rétrospectivement, quand on en parle de ces pieux de bois, on a des retours et des experts qui viennent nous voir. Et d'ailleurs, il y a une entreprise en France qui arrive à faire des pieux de bois qui sont assurés, comme il faut le dire. C'est sur la photo qu'on voit au milieu, là, sur la technique du Shiban, qui est du bois brûlé. En vrai, à l'époque, on ne brûlait pas le bois et on constatait juste que le robinet classe 4 dont le sol allait tenir très longtemps et qu'il n'avait pas besoin d'être brûlé. Nous, dans cette politique de vouloir faire ceinture bretelle et se rassurer, on a été brûlé. On s'est rendu compte que ce n'était pas forcément nécessaire et qu'on avait pu aussi de pas le. Oui. Et du coup, comment vous avez fait pour être suivi par les assurances Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que par rapport aux assurances, chaque entreprise qui travaille sur des lots spécifiques est couverte par ces assurances, donc c'est la décennale des entreprises. Sur les pieux de bois, si un jour on se rend compte qu'il y a des désordres qui sont liés aux fondations de la maison et que ça amène des pathologies dans le bâtiment, ça, pour le coup, on n'est pas sûr. Donc, sur la question des fondations du projet, on n'est pas sûr. Après, dans cette logique de ceinture bretelle pour mettre en œuvre ces pieux de bois,
jamais il y aura de sujet sur cette question de mise en œuvre. Il bouge peu de bois sur cette maison, on a fait des fondations cyclopènes par-dessus pour reporter les charges, et on n'a aucun doute sur le fait que. En fait, construire une maison sur 10 ans, pour nous, c'est une somme absurde, surtout quand on voit les fondations. On a des clients en face de nous qui sont prêts à 380 € dans une maison, c'est pas pour se dire, dans 10 ans et un mois, la pièce s'effondrer, on est plus responsable. En fait, on a une responsabilité beaucoup plus élevée, beaucoup plus importante sur le long terme. Et donc, on a un peu d'un commun accord décidé que sur cette question des fondations, c'était pas nécessaire d'avoir des décennales. D'un commun accord avec les mémoires. Oui, qui était là d'ailleurs pendant tout le chantier, et qui nous poussait un petit peu dans le oui, en fait. On n'a pas envie de laisser à nos enfants, ils ont une petite fille Aska, qui a 14 ans, il n'a pas du tout de laisser une maison avec des fondations de ciment pour que dans 50 ans, elle se pose la question de quoi faire de tout ça. Quelle durée de vie estimez-vous de cette fondation? Je sais pas, on a trouvé des fondations de ponts en Chine depuis 1000 ans, je crois. On peut viser 1000 ans. En fait, la grande astuce des puits de bois, c'est qu'il faut qu'ils soient immergés en permanence dans un milieu naturel et constant. Aujourd'hui, s'il y a des désordres sur, par exemple, Chambord, au centre de Paris, c'est parce qu'il y a des écrues et des écrues, il y a de l'air qui vient là où le bois était immergé, et c'est là où il y a des champignons qui se développent. Quand on a mis en œuvre ces puits de bois, on les a vraiment enfoncés dans le sol, on les a recouverts complètement de la terre, ce qui permet au bois d'être toujours dans un milieu naturel et constant, ce qui permet qu'il n'y ait pas de champignons qui viennent se développer. Et même le paysan qui ne fait pas cet effort-là, qui met son petit piquet de clôture dans son champ et qui repart et qui laisse le bois à l'air libre, ça dure 5 ans, 60 ans sans problème, c'est tout petit diamètre. Donc là, on a besoin de grands diamètres qui ont été coupés avec la lune, qui ont été faits un peu dans la règle de l'art. Il faut toujours faire attention avec le pied d'arbre soit en profondeur, avec la tête soit en hauteur. Quelques petites astuces à respecter, à faire un biseau, et en fait, ça va tenir très très longtemps et on ne sera aucun sujet là-dessus. Même si c'est vrai que c'est un sujet qui nous amène à beaucoup de questions. Oui. C'est une technique qui existait déjà, enfin qui était mise en œuvre par l'artisan, ou c'est vous qui l'avez remise en œuvre en fait? Non, on l'a vraiment mise en œuvre au point que les outils dont c'est servi pour le mettre en œuvre, c'était pas des entreprises, c'était plutôt du pépiniériste, et c'est conjointement avec le pépiniériste, avec l'aide des maçons, du charpentier. On a mis au point ça, mais c'était pas du tout une entreprise qui allait savoir faire. Mais après, d'un point de vue plutôt, parce qu'on parle quand même de descente de charge, des fondations, donc il faut quand même avoir des calculs. Toute la réflexion a été amenée sur les fondations en technopure, en micropure, en acier, qui sont elles bédisées et sous-décennales. On a fait ces descentes de charge, on a réfléchi au nombre de pieux et à leur portance, et ensuite on les a changés avec du bois et de l'acier. Donc voilà pour le mobilier, les 12 pieux en mobilier qui font ce projet. Je crois qu'on a matériau suivant, le Douglas, qui est le matériau qui a composé l'ossature de la partie extension et la nouvelle couverture et charpente de la partie élévation. Je vais passer sur le petit dessin qui aidera à mieux comprendre où est-ce qu'on trouve du Douglas dans le projet. Donc effectivement, une fois qu'on avait consolidé la brique, une fois qu'on avait planté nos pieds dans le sol, on a pu, sur la partie rénovée à gauche, reconstituer toute la charpente et réisoler la toiture. Et sur toute la partie extension, donc qui est la partie où on va trouver les chambres et la salle de bain, c'est une ossature d'inspiration des colorades à la Normande. Donc il y a des pans de bois avec des grosses sections et ce qu'on appelle des écharpes, c'est-à-dire des éléments qui sont diagonales comme ça. Pourquoi? Pour éviter d'utiliser ce qu'on trouve aujourd'hui beaucoup dans la construction bois. C'est des ossatures assez fines qui sont contreventées par des panneaux. Ce qu'on trouve aujourd'hui dans les constructions bois, c'est plutôt de l'OSB, des panneaux fibrés, des choses comme ça, qui sont des panneaux industriels avec des colonnes industrielles. Et c'est une chose qu'on voulait tenter d'éviter pour un peu des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons de respect des règles de l'art, on avait commandé la construction en bois, ces là. En plus, on a de la chance de travailler avec des charpentiers de Beauvol, donc c'était très séduit par l'idée. Voilà, donc le matériau qui a composé cette ossature, c'est du Douglas. Le Douglas, c'est pas du tout un arbre normand d'origine, c'est un arbre qui a été importé des États-Unis dans les années 1850, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, au milieu du 19e siècle, ça vient d'Oregon. Et c'est une essence qu'aujourd'hui on trouve un peu partout au Québec de la France et qui a pas mal
parce que, c'est une essence qui est classe 3, donc qui est assez résistante aux intempéries, qui a des propriétés structurelles assez bonnes pour un pain, et surtout qui pousse assez vite, qui pousse très droit, et qui du coup est une essence qui est très adaptée pour faire de la plantation et de l'exploitation sylvicole assez intensive, et ce qui est à tel point qu'aujourd'hui c'est presque un problème. On a lu quelques essais et quelques études sur le problème de l'exploitation forestière en France. Donc c'est un phénomène qui est très problématique, c'est qu'on voit de plus en plus dans beaucoup de territoires des chaînes de forêts de feuillus, avec des chênes, des hêtres, des frênes, des choses comme ça, qui sont déforestées, qui sont coupées en rases pour être remplacées par des plantations de pins, type Douglas ou type épicéa, parce que c'est des essences qui sont très lucratives, en fait, bêtement. Voilà. Ça, c'est pour juste un peu débusquer l'idée que la construction de bois, c'est forcément super. Et je ne parle même pas du fait qu'aujourd'hui, on achète beaucoup de bois en France chez les gros fournisseurs qui vendent essentiellement de soins dynamiques. Des énormes exploitations. Mais le Douglas qu'on a utilisé dans ce projet, qui constitue l'ossature, on l'a acheté auprès de Franck Sarrazin, qui est une personne qu'on a rencontrée, qui habite à une dizaine de kilomètres du chantier et qui est à la fois bûcheron dans la ville. Son père était bûcheron, et lui est devenu aussi, et lui est devenu scieur. C'est assez rare en France de quelqu'un qui à la fois gère une scierie, qui débite le bois et qui en même temps a un réseau de personnes qui lui vendent du bois, et c'est aussi lui qui s'occupe de couper. Donc son père lui a transmis vraiment la passion et la connaissance de la forêt et comment on gère de façon intelligente des parcelles en forêt, et pas seulement la logique de débiter le maximum de cubage bois qui arrive dans sa scierie. Donc Franck, on a juste acheté du bois, mais après il nous a aussi emmené sur plusieurs parcelles forestières que lui exploite depuis des décennies, puisque son père les exploite aussi, de feuillus, mais aussi de résineux. Et lui, il a une pratique de la sylviculture qui est un peu différente de ce qu'on retrouve parfois pour Douglas. C'est qu'on ne fait pas de coupe rase, quand on coupe sur une parcelle, on laisse des gros sujets. On laisse aussi du bois mort sur place. On ne dessouche pas. Voilà, c'est qu'en fait, on mélange aussi un peu les essences. On mélange du feuillu avec du résineux pour plein de raisons, à la fois parce que ça permet une biodiversité, c'est mieux pour la faune, c'est mieux pour la flore. En fait, c'est aussi mieux pour l'exploitation sylvicole. C'est en fait, on se trouve avec des sujets qui vont être stimulés par d'autres gros arbres qui vont en faire de l'ombre et stimuler leur croissance. Et du coup, on va se retrouver avec un petit peu moins de bois, mais de bois de meilleure qualité et de plus grosses dimensions. Donc voilà, lui, c'est son approche de la sylviculture. C'est vraiment crucial à savoir en fait, quand on commence à travailler dans la construction bois, de la fragilité écologique en fait, du bois. C'est qu'en fait, c'est tout à fait possible de construire en bois en France. Et si on achète en fait du bois qui vient de Scandinavie, qui peut avoir été transformé en Chine et revenir en France en conteneur, c'est moins écologique que la Chine par ciment qui est fabriqué en France avec de l'argile et du calcaire qui vient de France en fait. Donc voilà. Et après, sur la façon dont on a construit le projet, on a pensé un peu comme des colombages. Ça a été monté en fabrication par Moussa pendant 2 semaines en garde du projet. Et la législature a été levée en 2 jours, je pense, à peine. Un peu comme le principe des colombages qui encore aujourd'hui sont, historiquement, été conçus pour être démontables et remontés plusieurs fois dans leur vie de structure. Puis, par rapport au colombage, il y a des impasses, d'un point de vue économique aussi. On avait un peu d'attitude, c'est bon, on n'est pas non plus la latitude, malheureusement. Mais par exemple, on n'a pas pu faire de tenue mortaise. Et donc c'est bien des vis, et voilà, on aurait pu pousser l'expérimentation encore plus loin dans les systèmes d'assemblage de bois et d'autres des assemblages anciennes, mais il y a aussi une réalité économique qui souvent nous a rappelé d'aller au plus vite et plus simple, et donc dans ce cas de figure-là, d'utiliser des vis pour ces systèmes de colombage. Je pense qu'on ne fera pas les 8 matchs de Chantal. Parce que c'était déjà 1 heure, je crois qu'on est assez bavard et qu'on a explosé le temps. Mais on peut les balayer un petit peu comme ça, on arrive à la fin. Oui. Ok, on a encore un petit quart d'heure. Peut-être effectivement
d'un des matériaux beaucoup de cœur de ce projet, qui a été vraiment l'occasion de rencontre, qui est structurant pour nous sur les 18 mois de chantier, c'est évidemment le chanvre, qui est une démarche assez particulière. Aujourd'hui, on voit en France un développement de la filière chanvre assez conséquent, qui est porté par des associations avec des chaufourniers qui promeuvent le béton de chanvre, c'est-à-dire le jeu de chanvre. Ici, c'est complètement différent. C'est plutôt une démarche de chantier en circuit très court, très militante, un peu hors du cadre de la construction parce qu'il propose des mélanges de terre et pas des mélanges de chaux. Et donc voilà, de cette rencontre avec Antoine Hénon, qu'on voit d'ailleurs partout sur les photos, on voit en bas, qui était vraiment l'élément décisif de ce projet. C'était notre porte d'entrée dans ce territoire. Lui est natif de la région, il a toujours été dans le bâtiment et depuis toujours il est intéressé au bâti ancien. Et en fait, il se rend compte depuis toujours que le bâti ancien, c'est des logiques de construction écologique contemporaine, et les deux sont complètement liés, parce qu'à l'époque, on construisait comme maintenant, on vient de construire avec des logiques de circuit court. Et donc lui a mis en place avec son ami d'enfance, Antoine et Philippe, un réseau qui s'appelle Ecopertica. Ecopertica, c'est une coopérative agricole qui récupère du champ qu'on voit dans la coopérative agricole, qui le transforme sur place, sur site, et qui après, Antoine et ses équipes vont le projeter et le mettre en œuvre dans des bâtiments de la région, dans un kilomètre circonscrit. Donc pour nous, c'était vraiment une démonstration parfaite de ce groupement entre un agriculteur, une entreprise, des maçons qui viennent sur le chantier et qui proposent un peu clé en main une filière en circuit très très court et dont on peut tracer tous les matériaux avec finesse et intelligence. Et notamment parce que c'est la terre crue qui vient faire le liant du champ et qui garantit au bâtiment beaucoup de qualité, beaucoup de confort et très peu d'énergie grise à vie. Donc le champ, il laisse toutes ses formes dans le bâtiment. On le retrouve dans les murs sous forme de terre chambre, c'est des doublages thermiques de 12 cm qui permettent d'avoir une meilleure isolation forme thermique, mais pas que, aussi hygrométrique et d'inertie. On a aussi du chanvre en vrac dans le plancher de l'ossature bois, qui est donc du chanvre déversé entre les solides qui vont avoir des caissons bien isolés. Et dans les ronds tout là-haut, on a sous la couverture plutôt de la laine de chanvre, qui est la partie fibreuse de la plante, qui nous permet d'avoir 30 cm, on voit d'ailleurs sous les ronds, qui permet d'apporter une vraie inertie et une vraie isolation assez rampante. Donc voilà, donc en vrai le chanvre, ça a vraiment été un des matériaux, des premiers matériaux qu'on a découverts, et qui a accompagné toute la gestion du projet. Voilà. De ce champ, on est arrivé au liège, qui est dans la même logique de circuit court. Aujourd'hui, le liège, on sait, il n'y a pas de liège en France, à part une micro-exploitation dans le Var, qui est une toute petite unité de production. Tout le liège vient du Portugal ou de l'Espagne. Et Ecopertica. Et grâce à Ecopertica, on a trouvé une autre filière qui s'appelle la chaîne du liège, qui existe dans le Perche, et c'est une filière qui existe depuis une dizaine d'années, et qui, tout bêtement, a mis en réseau plein de bistrots, de restaurants, d'hôtels, de particuliers qui peuvent déposer leur bouchon de liège, de cidre, de calvados, de toutes sortes d'accords différents que l'on a entendu, dans différents bacs, et qui sont récupérés par la chaîne du liège, et qui, avec des travailleurs en insertion, s'occupent de récupérer les bouchons, de broyer avec une broyeuse de jardinage, tout ce qui est plus classique, et qui les revendent comme isolant. Et c'est vraiment le même liège qu'on peut acheter neuf chez les fournisseurs, c'est pour du liège du Portugal, d'Espagne. Voilà, et c'est un matériau qu'on a utilisé parce qu'il est particulièrement utile dans le bâtiment ancien, parce que c'est le seul isolant d'origine naturelle, donc de sourcier qui provient de ce qui pousse, qui soit imputrescible. Ça qui est lié avec la résiste à 100% aux attaques d'eau, de salpêtre, de choses comme ça. Et dans les parties basses des murs, dans les endroits, dans certaines parties du bâtiment, en fait, vous pouvez y avoir dans les bâtiments anciens des petites remontées d'humidité par capillarité. C'est bien d'avoir un isolant qui résiste à l'eau. Voilà, sur 80 cm de hauteur, dans tout le bâtiment, avant d'avoir le terre-chambre, on a le liège mélangé avec un petit peu de chaud pour mieux résister à l'eau. Et la seule solution autre que le liège qui aurait la même propriété, ce serait le polystyrène. Ce serait fort dommage. Et ça sort un peu dans le rouge et le calvados quand on va bien en œuvre. Un autre matériau qui est un peu partout, ça sous toutes ses formes aussi dans le projet, c'est la terre crue. C'est un
bloc qui est sous différentes formes. À la fois, il a été mélangé avec le champ, dans les plans de bois, on a vu tout à l'heure avec la rocheuse, qui joue le rôle de liant. Il a été mis en œuvre sous forme d'enduit, des enduits de finition, c'est de la terre qui est talochée et qui est pour des enduits de finition, et aussi sous forme de quenouille dans le plancher intermédiaire entre la chambre à l'étage et le rez-de-chaussée dans l'ossature en bois. Parce qu'un des problèmes de l'ossature bois, c'est la question acoustique. C'est toujours assez difficile d'isoler acoustiquement un plancher bois. Et une solution qui se trouve dans pas mal de coins de la France et beaucoup en Normandie, c'est la solution de la quenouille. Et la quenouille, ça consiste à prendre des tiges de châtaignier ou de noisetier, du foin, de la terre, de le rouler comme des maquis, somme toute, et les mettre en œuvre entre les solides comme ça. Et ça fait un mélange à la fois de matériaux qui est massique et qui en même temps a la fibre à l'intérieur, donc ça piège les sons. Et par-dessus, on vient remettre des bonbons avec un parquet. En fait, ça fait un très bon isolant acoustique. Et cette petite partie du projet, on l'aime beaucoup parce que c'est un poste où on a réussi à travailler que des matériaux de moins de 500 mètres, je pense, parce que toutes les tiges de châtaignier viennent de la forêt du Maine. Le voisin avait un tas de foin, avec deux balles de foin, et l'autre voisin avait un tas de terre, c'était creusé de l'arbre. Donc en fait, on a juste la technique chez le voisin, on a eu tout ce qu'il nous fallait, sauf quand même beaucoup de main-d'œuvre. C'est là où les chantiers écoles sont tout à fait utiles et devenus des super expériences. Pendant une semaine, il y a une quinzaine d'apprentis qui sont venus sur le site, qui ont appris à fabriquer des quenouilles, sont allés chercher des matériaux et en ont produit 750 pour réaliser ce plancher. Voilà, donc le processus est assez répétitif, c'est assez long, c'est vraiment quelque chose d'assez élémentaire. Et ce qui est assez génial dans ce genre de chantier code, c'est qu'il y a plein d'étapes différentes. Donc en fait, il peut y avoir une logique de rotation. Tout d'un coup, en fait, on a pu se retrouver chacun à différentes étapes de la production, avec la fois de matériaux et aucune machine, je pense, juste des Alors, je ne sais pas si on voit un petit peu sur la photo du haut, il y a la terre au milieu avec le foin, il y a une petite, on voit la tige au milieu qui dépasse des côtés. Et en fait, entre les solives, on a mis des petits lambeaux, enfin des petits tasseaux, pour que le petit bâton entre guillemets puisse se faire dessus. Ouais. Si vous voulez récupérer ou voir un exemple de quenouille, là, j'ai visité une résidence senior qui s'appelle le Beau Soleil, qui se construit actuellement à La Havane, sur l'emplacement de l'ancienne école normale. Et bon, j'ai remarqué qu'il y avait un plancher qui était isolé comme ça en ouais. Mais à l'époque qu'aujourd'hui. C'est un bâtiment qui est à l'époque. Monsieur Dufresne, ça oui. bien. Parce qu'aujourd'hui c'est très détruit, donc Ah oui, d'accord. Génial. Je crois qu'il n'y a aucune entreprise, ou très très bonne entreprise, qui arrive à proposer des quenouilles en étant rentable pour leur activité. C'est un des gros freins aujourd'hui pour la quenouille, c'est que, sauf si on fait appel à des bénévoles et qu'on fait un chantier école, économiquement pas viable pour l'entreprise. Ou alors, si c'est du luxe, chez nous, pour un client qui a des moyens, ça peut être. Juste être un peu sur la verre, Vers la quenouille, vous la laissiez sécher avant de la placer ou... Non, il faut qu'elle soit assez humide, il y a 24 heures d'attente entre la préparation et la pose. Il y a un atelier il y a l'étape qu'on a transformé pour faire notre atelier de fabrication à 100 mètres du chantier. Donc on prépare les quenouilles dans les tables et au moment de déposer, on a fait une chaîne humaine à 25. On s'est lancé des quenouilles du début de l'étape jusqu'au chantier dans le plancher pendant une journée et en gros il y a quelqu'un à la fin. Il faut qu'elle soit assez sèche pour pouvoir être lancée facilement et en même temps assez humide pour quand le mettre l'une à côté de l'autre, elle se lie l'une avec l'autre avec un peu d'humidité. Et après c'est vrai que d'un point de vue du temps de séchage, ça change beaucoup de choses parce que là il faut attendre 6 semaines minimum une fois qu'elles sont sur le plancher en œuvre pour que l'humidité ressort et qu'elle puisse être après construite dessus en second. Et effectivement, c'est une des contraintes de la construction avec des matériaux naturels et notamment de la terre et pas de la chaux,
c'est qu'il faut prendre le temps, et que le temps que ça sèche, il est indispensable dans la construction. Il y a aussi le temps des saisons, où on a dû faire ça l'été, on a dû projeter le terre-champ au mois d'août. Et il y a d'autres réflexes à prendre en compte. Là, c'est un chantier qui a duré 18 mois, mais en l'occurrence, on n'avait pas du tout pu faire moins que ça. Alors qu'il y avait des étapes, on était 30 sur le chantier à travailler dessus. Donc c'est vrai que la question du temps est assez importante. Ouais. Donc là, la contour un peu partout. Je fais juste une micro-parenthèse aussi sur les qualités de la terre et pourquoi on a utilisé ce matériau. C'est vrai qu'on a parlé d'isolant et tout ça, je sais que c'est des critères qui sont importants sur la construction écologique. Vraiment la qualité d'isolant thermique, de qu'est-ce que c'est une tremblope. Mais nous, on déplore beaucoup qu'aujourd'hui, on parle moins des problématiques juste autres que la résistance thermique, la capacité isolante d'un matériau. Il y a d'autres paramètres qui sont extrêmement importants dans le confort d'habitant et dans les stratégies climatiques et écologiques, qui sont par exemple l'hygrométrie, le taux d'humidité intérieure d'un bâtiment. On peut être dans un bâtiment qui est super bien isolé, si on a 90% d'humidité, on va au front en fait, c'est comme ça. Et la terre, c'est un matériau qui naturellement, sans avoir besoin de VMC, de ventilation, des choses comme ça, gère par nature le taux d'humidité à l'intérieur de l'hygrométrie dans la plupart des bâtiments, autour de 50% qui est le taux idéal. Il y a un autre point, c'est que c'est un matériau on a coupé avec le chanvre qui est un isolant, et la terre, c'est pas un isolant, la terre, c'est un matériau qui est plutôt massique. Et autant les matériaux isolants en hiver, quand il fait froid, en fait, ils font une rupture entre l'extérieur et l'intérieur, en fait, on conserve la chaleur intérieure. Autant, s'il y a un enjeu de la construction, par exemple en bois, qui est compliqué à gérer, c'est plutôt le confort d'été. Quand il est très chaud, comment faire? En fait, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est ajouter de la masse aussi au bâtiment. Et on est dans la même stratégie, la même logique que quand on est dans les vieilles maisons en pierre, qu'on a tous expérimenté à la campagne l'été, quand il fait 40 degrés dehors. En fait, on rentre dans la maison à l'intérieur, il fait 22 degrés, et on met le Tour de France, on fait la sieste, et c'est beaucoup plus agréable d'être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que c'est des matériaux qui conservent la fraîcheur la nuit et qui l'effacent très lentement pendant la journée, et qui est associé à un matériau de chambre, couplé confort d'été, confort d'hiver. Il y aurait mille choses à dire, mais cette notion du confort, elle est indispensable et en vrai, elle est très difficilement incomplète si on n'a pas fait l'expérience d'aller une fois dans une maison en chambre, dans une maison en paille, dans une maison en biosourcée, pour se rendre compte du confort en fait, qui aujourd'hui, on a beau dans tous les sens essayer de faire avancer l'alimentation sur les nouvelles réglementations thermiques ou autres. On se rend compte qu'on est incapable de quantifier le confort que c'est quand l'hygrométrie, la vapeur d'eau, que l'inertie sont déréglées dans une maison. Et ça, c'est juste pour le confort, mais il y a aussi des aspects sanitaires qui sont beaucoup plus graves. Quand on voit toutes les pollutions de CO2, genre dans les codes, dans le plastique, dans les peintures, dans les meubles, en fait, on se rend compte que il y a une problématique de confort qui est aujourd'hui uniquement résolue par l'isolation. C'est important, il faut rénover les passoires thermiques, mais en fait, c'est un tout petit élément dans l'univers. Et peut-être la dernière chose, c'est aussi, nous c'est un choix, c'est vrai c'est quelque chose qu'on a développé beaucoup au cours du Tour de France des maisons écologiques, quand on en a vu plein au Tour de la France, c'est plutôt cet attrait vers ce qui est dit low-tech, c'est-à-dire le moins on utilise de machines pour un bâtiment, le moins on a besoin de déshumidificateurs, de VMC, thermodynamique, double flux, etc. Et plus on règle ce genre de problème par les matériaux, nous on pense que le mieux on se porte. C'est toujours ça qu'on économise, à la fois de matériaux pour les fabriquer, d'énergie. Et puis on est aussi peut-être dans une logique de maison de campagne, quand de temps en temps en fait, ils font juste on ouvre la fenêtre pour aérer, et c'est très bien comme ça. Et donc voilà. Les pavés en deux mots, c'est aussi une rencontre assez chouette avec l'atelier rare, notamment Camille et Audrey, deux femmes qui ont lancé cette coopérative, qui récupèrent les anciennes menuiseries en chaîne de bâtiments qui sont démolis, et elles les transforment en faire des pavés de bois. C'est du bois debout, c'est des techniques de bois traditionnelles qu'on peut retrouver à l'époque un peu partout, aujourd'hui qui est quand même un peu plus rare, et qui nous a permis de faire le sol du salon. Donc c'est que des petits bois de fenêtres qui ont été découpés, mis sur la tranche et posés pour faire une mosaïque au sol, sur 7 mètres carrés.
le châtaignier. Le châtaignier, c'est toute l'enveloppe extérieure du bâtiment, c'est des nivelles qui sont aussi une collaboration entre Hubert et Gérald et le cheval. On a été donc taillé avec taille centenaire, des châtaigniers, qui servaient à l'époque à faire des barils de cidre. Aujourd'hui, ils font des ganivelles dans le jardin public, donc c'est un bois qui reste bien à l'extérieur, qui est adapté pour être exposé à la lune, au soleil et à la pluie. Et donc c'est un bois qu'on a utilisé pour le mettre en bardage, pour assurer une approche bioclimatique et qui puisse réagir à l'environnement. L'été, on ferme les volets, on se protège de la chaleur et les ganivelles sont fermées. L'hiver, on ouvre le bâtiment et le soleil rentre et permet de réchauffer au maximum les pièces. Donc, voilà. Et il y avait aussi un peu une envie de Rodolphe et surtout de sa femme de chimie qui trouvait que le bâtiment était très beau avec le lierre et qu'on a dû le préserver malheureusement pendant tous les travaux qu'on a dû dans le lierre. On a réfléchi à un bardage qui peut être support, peut-être pas de lierre, mais plutôt de houblon ou d'autres types de plantes qui pourraient monter sur la façade et redonner un peu de végétalisation sur le projet. Et visiblement, des oiseaux commencent à venir faire leur nid dans le bardage, ils sont très contents. C'est peut-être pas pour tout le monde, en tout cas, ils sont ravis, et c'est le principal. Donc, en deux, pour finir aujourd'hui, tout ce qu'on vous présente, c'est une toute petite synthèse de 1 heure, mais d'un travail qui a été réalisé pendant 2 ans sur l'exposition. Donc l'exposition de Tour des matériaux du musée écologique, où c'est les 8 matériaux, où on a fait un travail très systémique à chaque fois du gisement à la transformation, à la mise en œuvre et à la fin de vie du matériau, de pouvoir raconter au grand public ce que c'est qu'une ACV, l'analyse du cycle de vie, qui aujourd'hui, dans un jargon un peu trop technique à notre sens, et qu'il faudrait rendre le plus compréhensible pour tout le monde, avec des films, avec des échantillons, avec des matériaux, avec des illustrations. Et bientôt, en octobre 2023, le ouvrage d'une publication aux éditions alternatives qui présenteront ce projet et surtout les 8 matériaux qui composent ce projet. Voilà. Merci à vous et merci à tous les gens qui ont participé. Oui. Vous disiez que vous aviez trouvé aussi tout ce qui était les artisans dans le périmètre des 100 km autour de la maison? On a essayé. On a vraiment essayé pendant assez longtemps. Finalement, le couvreur est du village et c'était plutôt un bon casting. Le charpentier n'est pas très loin. Le problème qui s'est posé, c'est des maçons. Où tous les maçons du coin, quand on leur a proposé de remonter les murs à l'ancienne en briques, ils y voyaient beaucoup de tâches laborieuses, répétitives et peu rémunératrices. On n'a pas trouvé de maçon qui voulait travailler avec la terre crue, donc on a dû faire appel à des maçons qu'on a rencontrés pour le Tour de France de l'écologie qui venaient de 250-300 km plutôt vers Angers, qui sont venus, et pour éviter de faire ce rotation pendulaire tous les jours, parce qu'en fait on serait devenu un peu fou, ils se sont décidés de s'installer sur le site, d'avoir un campement et une base vie, et donc avec nous, on s'est vraiment tous installés là-bas pour travailler ensemble. Donc les maçons sont venus de plus loin malheureusement, mais cette recherche d'entreprise locale qui partagent les mêmes convictions que nous, parce qu'il faut quand même partager un peu un socle commun de convictions pour en arriver là, ça n'a pas été aussi évident qu'on l'imaginait. Et vous estimez à combien de temps la recherche de tous les différents artisans, justement? Ça a été un peu facilité quand même, parce que pour le Tour de France écologique, on a rencontré 32 projets, donc potentiellement 90 entreprises derrière chaque projet. Donc on a quand même un carnet d'adresse, et puis on est quand même en bâtiment aussi depuis un certain temps. Il y a des gens qui connaissaient déjà un peu le Sandy, le champ, le châtaignier, c'est du réseau. Mais sinon, quand on est arrivé sur place et qu'on a remonté un petit peu ces filières, on a mis, nous, 8 mois sur place, au quotidien, à 3, à aller trouver le bon bûcheron, le bon scieur, à aller trouver la même de production, le bon charpentier, le couvreur, et voilà. C'est ce qui est encore une fois, on a des copains architectes qui font des projets en région parisienne, par exemple, en ce moment, et qui font des choses conventionnelles, mais mettent des mois et des mois et des mois en ce moment à trouver des artisans. Et c'est un petit peu comme le problème des matériaux dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui il y a une pénurie d'artisans qui veulent de moins en moins faire ce métier. Et il y a énormément de demandes. Et post-Covid, il y a juste une demande en construction qui est absolument gigantesque. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver un artisan qui est disponible dans moins de 6 mois, voire un an, même pour des matériaux. C'est tout classique.
c'est vrai que c'est assez débutant sur place, beaucoup c'est considéré beaucoup de toquer à la porte, aller rencontrer les gens, se déplacer, aller sur place, mais en fait c'est peut-être moins de temps passé au téléphone à comparer les devis. Enfin, il y avait peut-être une logique un peu plus de sensibilisation, je pense, des artisans au fait que le projet avait ça comme intérêt, qu'il y avait une logique intéressante pour le territoire aussi, plutôt que d'être dans une idée d'appeler le maximum d'artisans possible pour essayer de trouver le premier qui acceptera de travailler pour le moins de plus rapidement possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui. Comment vous vivez en fait pendant, par exemple, pendant ces 10 mois, vous cherchez des artisans, vous disiez vous étiez 3 au quotidien sur place. Comment vous avez d'autres projets en parallèle Très mal, et pas beaucoup. C'est vrai que c'est une bonne question. Ça pose plein de questions parce que c'est une jeune coopérative qui a 2 ans. Donc on essaie d'inventer plein de choses, même s'il ne faut pas trop réinventer parfois et se dire qu'il faut se payer à la fin du mois. Là, en l'occurrence, on était payé à minima sur le projet d'archi, donc de pouvoir répondre aux besoins des commanditaires sur un projet de construction. Mais c'est vrai que quand on compare au temps passé et à cette action qu'on a eue sur des terrains qui n'étaient pas du tout financés, c'était un temps bénévole d'une part par militantisme, on s'y retrouve pas du tout, quoi. Mais vraiment pas du tout. Après, pour nous, c'est aussi un développement d'activité, on fait des expositions, on fait des bouquins, on est là ce soir pour présenter l'autre. On dit que c'est bien pour un second temps. Mais comme modèle économique d'une entreprise, c'est tout ce que voilà, alors c'est sûr. Mais ceci dit, on a plein de copains architectes, par exemple, qui font que de l'archi et qui font même des assez gros projets et qui ne vivent pas beaucoup dans la vraie vie. Enfin, nous, ce qu'on pense, c'est que diversifier ses activités, c'est-à-dire faire des bouquins, des expos, des cours. On a fait aussi des publications pour la filière bois, on travaille avec la filière champ, etc. Enfin, on a plein d'activités différentes qui donnent le sentiment, et même assez concret, c'est concrètement moins le sentiment d'être dépendant d'un client, d'un projet, tout d'un coup en fait des gens d'architecture s'effondrent tous les jours parce qu'un client ne paye pas. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on a trouvé notre résilience, et aussi le fait qu'on travaille avec un anthropologue depuis le premier jour. Donc on a par définition été obligé de multiplier nos activités. Mais on est encore là, donc c'est une opération. Et eux, pour le coup, à Marseille, on a très peu à sort, mais ils développent vraiment une entreprise de construction en terre crue. Ils répondent à des besoins de construction en torchis, de cloisons d'adobe, de conduits. Et donc ça permet de continuer à diversifier ce panel de ce qu'on peut proposer. Et à terme, là où aujourd'hui on a appelé avec Raphaël plutôt sur les projets d'archi, notamment en région parisienne, l'objectif c'est d'arriver de travailler main dans la main avec Emmanuel et Alice sur les projets de construction et de faire nous-mêmes la conception et la construction. Et on est sûr que dans un enveloppe un peu plus générale du projet, on s'en sortira un peu plus rentablement, enfin un peu mieux financièrement. De l'anthropologue, justement, vous en avez peu parlé, alors peut-être pas dans ce projet-là, mais plus généralement dans votre activité, comment vous l'associez? C'était un rôle un peu clé où Raphaël et moi on se connaît depuis très longtemps les bancs de l'école, et qu'on a rencontré Emmanuel et sa pratique et sa vision de l'architecture, ça nous a un peu bouleversé sur notre approche à nous qu'on avait praticien dans les grandes agences d'architecture à Paris. Et donc c'était un peu un fil conducteur, un fil d'arrière entre guillemets notre pratique. Et je pense que c'est Emmanuel qui a beaucoup amené avec le côté recherche. Et nous, on avait un côté très technicien dans la recherche. Par exemple, le Tour de France de l'écologique, on est parti avec Raph avec l'envie d'aller voir des matériaux, d'aller découvrir des systèmes constructifs. Et en fait, on s'est rendu compte avec Emmanuel, et grâce à lui, qu'on allait surtout rencontrer des humains, des histoires de vie, des histoires de famille, des histoires de divorce aussi. Plein d'histoires différentes et qui étaient passionnantes et qu'il fallait qu'on comprenne. Et en fait, on revoit dans le tour des matériaux. C'est qu'on allait trouver des matériaux dans le territoire, et en fait on se rend compte qu'il y avait surtout des acteurs, des actrices qui étaient derrière tous ces matériaux. Il y avait des portraits, il y avait des filières, des savoir-faire, et c'était ça aussi l'intérêt du projet. C'est vrai que par exemple, c'est un peu le cas dans l'exposition, et c'est beaucoup le cas dans le bouquin qu'on est en train de faire à l'issue de l'exposition. Il y a beaucoup de contenus qu'on est en train d'écrire, de rédiger, d'organiser, qui sont comme dans le premier livre qu'on a fait, des interviews aussi des protagonistes qui ont des histoires assez ponctuelles à raconter sur les difficultés d'être agriculteur aujourd'hui dans le PH et dans le champ, qui en fait, à travers cette personne, on comprend des problématiques qui sont très larges de c'est quoi l'état de l'agriculture céréalière en France et pourquoi cette agriculture-là, par exemple, finie, fait de l'agriculture en rotative et en fait, ils s'en sortent mieux depuis qu'il le fait, etc. Enfin,
c'est des petites histoires, des interviews qui, en réalité, durent des heures quand on est sur place, et en plus, enfin, vous ne connaissez pas Emmanuel, mais les interviews durent très longtemps. Et ça permet à travers des histoires individuelles, de parler de problématiques beaucoup plus larges. Et voilà, ça fait parler des gens pendant longtemps, et des anthropologues sont forts pour ça. Des questions? On s'arrête comme ça. Ouais. La partie chantier-école, c'était des écoles que vous connaissiez déjà, ou c'était les locaux? Alors effectivement, c'était des élèves en architecture? C'était très important pour nous. On n'appelle jamais ça chantier participatif, mais vraiment chantier-école. Parce que dans le chantier participatif, il y a l'idée d'un coupement entre bénévoles, peut-être néophytes à la construction, et on apprend tous ensemble et c'est sympa. Là, il y a vraiment un professionnel du bâtiment, notamment Luc Van Demechel, qui est un professionnel de la terre crue, du torchis traditionnel, et qui est un maçon émérite depuis une cinquantaine d'années, qui est venu sur le site pendant une semaine et qui a encadré un groupe de 15 bénévoles, stagiaires, apprenants. Et l'idée, c'est qu'il y a vraiment une transmission de savoir-faire et de connaissances, et que ce soit un lieu pédagogique. Donc, ce qu'on a fait par rapport à ça, c'est qu'on a identifié des postes qui étaient intéressants pour se prêter à ce type de chantier. Une fois qu'on a trouvé des postes intéressants, le plancher acoustique entre les deux chambres, on était voir Luc Van Demechel, qui est l'expert en bâtiment ancien. On l'a proposé à notre commanditaire qui a validé son intervention pédagogique sur une semaine. Et en parlant de ça, Emmanuel, Raphaël et moi, on a ouvert des inscriptions pour trouver une quinzaine de participants qui venaient se former au chantier. Donc, ce n'est pas des écoles qui sont spécifiques, c'est plutôt une inscription où on voulait varier les publics. Il y a quand même beaucoup d'étudiants d'architecture quand même qui voulaient se former, mais il y avait aussi des personnes un peu plus âgées, des gens à la retraite, et des gens de 20 ans aussi qui voulaient se former. Donc, un peu garantir aussi une forme de mixité, un apprentissage un peu sous différents profils. Il y a plusieurs, ça fonctionne avec plusieurs réseaux. Il y a à la fois nous, des réseaux sociaux, etc. Et puis il y a aussi des réseaux régionaux, comme il y a un truc en Normandie qui s'appelle l'ARP, qui est un réseau qui travaille autour de la construction écologique, qui met des artisans en commun, qui fait des visites grand public, des choses comme ça, et qui nous a permis de trouver des bénévoles. Et un autre réseau qui est plutôt national, voire international, qui s'appelle le réseau Twiza. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On est assez proche d'eux parce qu'on a travaillé avec eux pour notre premier projet de Tour de France. Et eux, c'est un réseau social de d'éco-construction et surtout du chantier participatif à l'échelle française. En fait, on a un sur leur site, c'est une carte de France sur laquelle il y a maintenant, je pense, des milliers de projets que les gens peuvent publier au téléphone de la France en disant bonjour, je m'appelle quelque chose et je vais construire une maison en bail, j'ai besoin de tant de bénévoles à telle date, je vous accueille, je vous loge, je vous nourris, en échange de quoi je vous apprends, vous bossez, mais je vous apprends à construire une maison en bail. Et tout le monde peut publier ce projet. Et l'intérêt, c'est que c'est quand même c'est géré par des élus qui font en sorte que ce soit quand même des projets à plus-value écologique et sociale, et que c'est pas. Il n'y a jamais de projet qui consiste à construire un garage en parpaing au fond du jardin, comme ça. Je vous invite à aller jeter un œil, c'est vraiment, on découvre des trucs assez incroyables. Et pour nous, dans un modèle économique futur qu'on développera avec un d'architecture dans les années à venir, autant à Marseille qu'à Paris, pour nous, le cadre du chantier pédagogique, du chantier ouvert, du chantier où il n'y a pas écrit interdit public et qui sont que des nuisances pour les riverains, le voisinage et les habitants du Mans, ça devient une vraie piste de développement. Et on est en train de faire un projet à la Fontaine-sous-Bois où on a un financement du PAC national pour organiser 7 chantiers écoles, donc ça soit beaucoup plus lourd dans l'organisation, mais que ça permet vraiment d'ouvrir en permanence le chantier école à du public. À Marseille, cet été, on va construire un apprenti qui est un petit garage avec que des matériaux de la région PACA. C'est aussi plusieurs chantiers avec des professionnels qui vont encadrer. Et en fait, de changer un peu ce prisme de c'est plus forcément une activité commerciale, de prestation de services, de je te paye pour que je fasse un travail, mais c'est plutôt on organise un chantier école pour qu'on apprenne ensemble et qu'on développe des constructions et aussi expérimenter. On y trouve plein de plaisir et plein de pistes à venir pour la suite. Donc pour nous, c'est vraiment un objectif dans la prochaine année. Oui, et puis en plus, ça répond en partie à la question que vous avez tout à l'heure qui s'appelle des coûts, effectivement, à laquelle Baptiste a commencé à répondre. Et c'est vrai que pour compléter ce qu'il disait, on a même fait un tour de France, on a eu 32 maisons au territoire de la France qui ont été construites de
très très différentes façons. Il y avait des projets qui étaient 100% autoconstruits, des projets où c'était juste des gens qui n'avaient pas du tout envie de devenir ambitieux, ça ne les visait absolument pas. Donc on a quand même des maisons qui vont de... je crois que la moins chère doit coûter 500 €, et la maison la plus chère a coûté 340 000 €. Donc en fait, il y a un delta extrêmement important sur à quel point on a envie de s'impliquer, de mettre en jeu ses réseaux sociaux, son temps, etc., pour se substituer à la seule question de l'argent quand on construit sa maison. Et donc, on a vu des projets où les gens avaient énormément de temps, et du coup, ça avait baissé les coûts, énormément d'amis, de famille, de trucs comme ça, où vous étiez sur les réseaux sociaux, du coup, ça avait baissé les coûts, ou des gens qui avaient juste pas le temps et qui gagnaient peut-être plus d'argent dans la vie et qui avaient envie d'avoir des trucs. Et donc, sensibiliser les gens aussi à des techniques et des méthodes qui sont peut-être un peu plus compatibles avec le fait qu'on puisse faire des chantiers participatifs. Enfin, c'est plus facile à imaginer que de la paille, de la terre, des choses comme ça, qu'avec des polystyrène, des laines de verre et des parpaings. C'est un peu quelque chose qu'on essaie de porter et de défendre pour dire que c'est un modèle activé. De manière que je représente une question évidemment, est-ce qu'on pourrait imaginer dans un futur possible qu'on puisse mettre une partie de ces techniques au service du logement, de la rénovation du logement social en particulier, parce qu'on est là-dessus. On a un vaste chantier de logement en rénovation, avec des choses qui aujourd'hui vont, à mon sens, vers la facilité. Pas forcément dans le geste architectural, parce qu'il y a des belles choses, il y a des belles intentions qu'on a dit à l'année, l'ouverture notamment, et puis il y a aussi les prescriptions de rue qui sont très fortes sur le projet quartier prioritaire, mais en même temps, je le dis avec les attentes fortes des habitants. Alors, c'est toujours pareil, la question du bruit, le maire en parle souvent, parce que c'est ce dont on pense parler. Évidemment, dans une rénovation, je ne vois pas demander aux habitants d'aller fabriquer des quenouilles et des mètres, mais est-ce que, voilà, il n'y a pas quelque part d'évoquer des petites choses qui se font sur la tête? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer, d'accompagner? Parce qu'on reste, mais vous en êtes tout à fait conscient, et c'est très bien, on reste quand même sur une démarche qui est quand même très ciblée, quoi. Alors, effectivement, c'est très ciblé, et en même temps, ça va rebondir sur comment on peut massifier ces pratiques-là. Pas forcément, mais au moins adapter, développer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le cadre de la construction est très très en retard sur l'expérimentation qu'on mène sur des chantiers. Aujourd'hui, les règles professionnelles, les techniques courantes dans le bâtiment sont vraiment 10 ans de retard sur ce qui se passe actuellement sur les chantiers. Nous, le postulat, et on le fait en connaissance de cause parce qu'en parallèle, on travaille pour la filière bois, je travaille au quotidien pour la filière en chambre pour faire de la de gros et d'amener ces sujets au CSTB, au série qui sont validés. Ça, c'est une partie de notre activité. Et à côté de ça, quand on fait un chantier comme celui-là, qui peut être très ciblé, on a la certitude que si on arrive à convaincre l'utilisateur final, à savoir le consommateur, à savoir celui qui met de l'argent dans un matériau, et qu'on lui dit qu'en fait, dans une maison en chambre, on est beaucoup plus confortablement et c'est beaucoup plus hygiénique pour toi que dans une maison en laine de verre, c'est le consommateur final en fait, qui va donner des leviers pour que le CSTB ou les grands groupes, les grands majors des bâtiments fassent évoluer leurs produits. Donc en parallèle de ça, on a un peu ce truc de mesure. D'un côté, on essaie de faire avancer la construction alternative auprès des grands groupes. Bon, on a très peu de marge parce qu'on est une petite filière par rapport à des grandes filières de bâtiments. Mais en fait, celui qui veut convaincre, c'est comme le consommateur final. Et si celui qui change et que le prochain utilisateur de fonds sociaux, il peut avoir un penchant de quenouille, et qu'il y a marre de prendre sa raison en dessous, et ben c'est peut-être grâce à ça qu'il fera changer la décision du maire de dire en fait on va faire un chantier quenouille, parce que quand l'acoustique est bien dans l'appartement, il y a une notion de voisinage qui est beaucoup plus sympathique entre tout le monde, et je veux que ma ville soit en plancher quenouille, et c'est très bien. C'est une façon un peu politique de prendre la situation. Si on voit un peu, nous, maintenant, on peut prendre le dernier train dans 20 minutes à la gare. Ah bien, déjà ouais. Ok. Ça va vite. Allez, bon, vous avez l'accès en tout cas pour votre écoute. Merci.